Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez parfaitement? Est-ce que vous nous voyez? Bien, ce nouveau webinaire Cachisking. Bonjour Kevin, bonjour Frédéric, bonjour Françoise. Je ne vais pas tous, je vais pas vous dire bonjour à tous. Vous êtes déjà assez nombreux, trop nombreux déjà. Vous n'êtes jamais trop nombreux, hein, mais vous êtes trop nombreux pour vous dire bonjour à tous. Donc, on va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Je vous remercie d'être là. J'espère que vous allez bien dans cette période forcément particulière et compliquée pour tout le monde. Donc, merci d'être venu pour ce nouveau webinaire exceptionnel dans lequel on va parler de plans de financement et de la manière de les construire et d'optimiser dans le contexte plein d'incertitudes actuelles. Ce sont vos commentaires sur le chat qui me font sourire. Pas la grande forme, Franck. Non, mais on va essayer de vous redonner le moral. Donc, j'attends encore quelques minutes que tout le monde puisse. Donc, vu vos commentaires, j'imagine que vous nous entendez bien. Arthur, Martin, vous pouvez faire le test également. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Ouais, j'ai l'impression que ça fonctionne. Donc, on va y aller, on va commencer. Donc, merci à tous de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire Cachisking. Aujourd'hui, on va parler plan de financement et on va regarder comment on peut les construire et les optimiser dans l'incertitude actuelle. Alors, quelques infos pratiques sur ce webinaire avant de commencer. Alors, d'abord, il est enregistré. Donc, nous enverrons le replay aujourd'hui ou lundi. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Ce webinaire est enregistré. On vous enverra également avec le replay une synthèse des principaux points qui seront abordés aujourd'hui. Alors, pour l'interaction, n'hésitez pas à utiliser le chat pour réagir aux différentes discussions. Vous pouvez également donc vous pouvez utiliser la fenêtre chat pour échanger en direct entre nous et avec nous, entre vous et avec nous. En revanche, privilégiez l'onglet exactement vos questions. On répondra aux questions qui sont posées dans l'onglet questions. Je crois qu'on a perdu Thomas. Ouais, je crois que Thomas nous a quittés. Petite accro de connexion. Vous m'entendez? Ouais, tu es de retour. Ouais. Très bien. Donc, je vous précisais comment utiliser l'onglet questions. Donc, posez bien vos questions dans l'onglet questions et non pas dans l'onglet chat. N'hésitez pas à faire remonter les questions qui vous intéressent le plus en les likant. Nous allons essayer de répondre à toutes vos questions en live, mais si elles sont trop nombreuses, nous y répondrons seulement dans un second temps par écrit. Donc, il est important de faire remonter les questions que vous priorisez. Ce webinaire est organisé par Agicap. Pour ceux qui ne connaissent pas Agicap, Agicap est un outil d'aide à la décision pour les dirigeants et DAF de TPE et PME. Il vous fait gagner du temps et il vous fait gagner en efficacité en vous permettant de suivre votre trésorerie en temps réel, de réaliser vos prévisionnels et il permet de faciliter le reporting et la collaboration entre les équipes. Il s'intègre également nativement avec vos outils de facturation, CRM par exemple. Agicap permet de personnaliser des scénarios d'évolution de votre trésorerie. Nous avons aujourd'hui plus de 3000 clients en France et désormais également en Allemagne. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter notre site agicap.com. Alors, Agicap a créé lors du premier confinement, la communauté Cachisking. La communauté Cachisking, c'est quoi? De la gestion de trésorerie.
C'est une communauté qui est ouverte et c'est une communauté d'entraide entre entrepreneurs, dirigeants et experts qui s'apportent des solutions pratiques et spécifiques à leurs activités. Elle n'est pas réservée aux clients d'Agicap évidemment. Vous pouvez nous rejoindre au lien ci-dessous sur cette communauté. Vous êtes les bienvenus. Donc, je vous invite à la rejoindre à la fois et à rejoindre notre communauté Slack et également notre groupe sur LinkedIn que nous venons de créer. Nous avons créé un centre de ressources disponible sur notre site qui vous permet d'accéder à tous les webinaires que nous avons réalisés, au livre blanc également que nous avons produit. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Il y a beaucoup de thématiques qui y sont abordées, à la fois sur la trésorerie, sur les sujets de financement, également sur des sujets RH. Voilà. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et aujourd'hui, c'est le sujet du financement. Le reconfinement nous plonge dans une période difficile marquée par l'incertitude. La priorité, elle est de pouvoir sauver sa trésorerie, mais les sujets de financement vont revenir et il est important de savoir comment on peut construire et optimiser son plan de financement dès aujourd'hui pour pouvoir se projeter dans cet environnement incertain. Aujourd'hui, avec nous, pour évoquer cette thématique, deux experts, Martin, qui est DAF chez Acting, et Arthur, de financement. Je vous laisse vous présenter. Je te laisse commencer, Martin. Oui, donc je travaille chez Acting Finance et DRH. En fait, nous sommes des directeurs financiers, des DRH à temps partagé. On intervient pour des startups, des PME en temps partagé, 1 jour, 2 jours par semaine, pour prendre en main en fait l'ensemble des sujets financiers, la stratégie de financement de l'entreprise, l'exécution de cette stratégie, les relations avec les tiers, etc. Et puis donc structurer l'entreprise tout au long de sa croissance, à la fois sur les aspects financiers, sur les aspects donc ressources humaines, sur toutes les problématiques que l'entreprise peut rencontrer en cours de route. Parfait. Et moi, c'est Arthur Mascalnis. Je travaille chez 3i Financement. 3i Financement, c'est un cabinet de conseil qui accompagne les startups et les PME sur la recherche de financement non dilutif. L'objectif étant de s'adresser au maximum d'acteurs et de financeurs pour essayer de maximiser les effets de levier qu'on peut réaliser sur les fonds propres des structures, que ce soit via de la subvention ou via de la dette. Ok, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir rejoints. Merci d'intervenir sur ce webinaire. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous apporter des solutions opérationnelles pour construire vos plans de financement sur les problématiques haut et bas de bilan confondus. On vous propose en quatre points. Un premier sur l'identification de votre besoin de financement, comment l'anticiper. Un second sur l'évaluation de ce besoin. Et ensuite, on va parler du financement le plus adapté à la fois à votre situation, votre entreprise, votre maturité et à votre besoin de financement. Et enfin, on va faire un point sur les conseils pratiques pour préparer une demande de financement, qu'elle soit non dilutive ou que ce soit une augmentation de capital. Donc, on va faire d'abord une intervention pendant laquelle Martin et Arthur vont vous donner leurs conseils et ensuite, dans un second temps, dans 20 minutes, 25 minutes plus tard, on répondra à vos questions. Je passe la main, Martin, Arthur. Martin, pour toi, comment on peut au mieux anticiper un besoin de financement ? Alors, il y a quelques outils qui sont assez classiques pour réaliser ce travail d'anticipation. Quand on regarde dans le court terme, c'est vrai que le prévisionnel de trésorerie, c'est l'outil incontournable. Dans le prévisionnel de trésorerie, on va essayer d'identifier en amont sur 6-12 mois, mensuellement surtout, l'ensemble des coûts, des revenus qu'on va pouvoir avoir. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail précis parce qu'il y a déjà pas mal de webinaires sur le sujet, mais concrètement, voilà, essayer quand même d'identifier ses ventes, ses flux les coûts qu'on va avoir, que ce soit les coûts de production, les coûts, les salaires, les investissements qu'on va pouvoir faire. Et puis également le décalage, c'est quelque chose qui est assez important et souvent bien mesuré entre, par exemple, les ventes, le fait d'encaisser avec un certain temps de retard, parfois pour certaines entreprises, 30 jours, 60 jours, etc. Et donc de bien mesurer l'impact sur notre trésorerie
de l'ensemble de ces postes, de manière à identifier concrètement mon compte en banque à la fin de chaque mois, où est-ce qu'il va se situer, pour identifier le trou avant qu'il ne se présente. Ça, c'est pour vraiment du court terme, quand on pilote vraiment à vue. Quand on peut se projeter dans le moyen long terme, c'est toujours un exercice encouragé, donc de réaliser un business plan dans lequel, notamment sur les aspects financiers, on va essayer de prendre ces hypothèses sur plusieurs années, 3 ans, 5 ans si on a de la visibilité. Alors, c'est toujours un exercice un peu compliqué parce que, évidemment, personne ne peut vraiment prévoir ses ventes sur 5 ans, donc c'est une somme souvent d'hypothèses. Mais quand on les met tout ensemble, ça nous permet quand même d'avoir une trajectoire, de se dire que peut-être qu'en 2021, je vais avoir un creux, puis en 2022, ça va aller un petit peu mieux avec les résultats des investissements que j'ai pu faire, etc. Donc, voilà. Encore une fois, c'est un travail qui est relativement complexe, mais qui est vital pour avoir une vision, au-delà de l'urgence, qui est une vision stratégique pour l'entreprise, et donc anticiper des investissements qui parfois peuvent être importants et nécessiter des financements. Alors, si on fait un peu plus un point sur ce qui est de la période actuelle, avec les impacts Covid notamment, ce qui est très important aussi, c'est de faire des scénarios dégradés. Alors, on peut se faire plaisir en faisant des scénarios optimistes, hein. Si on vend mieux, c'est toujours un peu plus simple. Mais ce qui est surtout important par prudence, c'est d'identifier les impacts qu'il peut y avoir négatifs sur notre activité, de ce qui peut se passer dans les temps qui viennent. Alors, je vais mis là quelques exemples. Qu'est-ce qui se passerait si pendant encore 1 an ou 2 ans, on avait un confinement tous les 4 mois? Quel impact on a sur notre activité, sur les baisses de vente, etc. Si jamais, toute l'année prochaine, l'activité était réduite, si jamais on avait des clients qui mettaient plus longtemps que prévu à nous régler. Voilà, donc toutes les questions qu'il faut évidemment adapter à son secteur d'activité, à l'impact de la crise en cours sur chacun, mais très important donc d'identifier en amont, de ne pas se voiler la face en se disant, concrètement, ma trésorerie, si jamais il y a vraiment un scénario négatif, qu'est-ce qu'elle sera dans 2 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an. Alors, ça, c'est les outils qui permettent d'anticiper, de se projeter un petit peu en avance, et donc qui permettent de calculer, je viens au second point, qui est celui d'évaluer le besoin réel de financement. Concrètement, c'est quoi le gouffre de trésorerie à combler si jamais on n'a pas des fonds suffisants pour absorber la crise ou pour continuer à investir. Donc, ce qui est important pour mesurer vraiment dans le détail le besoin de financement, c'est déjà donc d'ajuster quand même les dépenses à la situation actuelle. On parle du cash burn quand il s'agit de mesurer combien de trésorerie se brûle tous les mois, combien on s'appauvrit dans le contexte actuel. Donc évidemment, on a moins de ventes, donc on va ajuster aussi un petit peu le niveau de ses charges, qui va être différent. On va essayer de réduire au maximum, mais ça, je pense que tout le monde depuis le premier confinement a déjà mis en œuvre beaucoup de mesures pour réduire la voilure. Et puis, encore une fois, dans le contexte de reprise, qu'est-ce que ce sera la réalité de mes coûts. Il faut vraiment pas négliger, notamment dans le cas de la reprise, l'impact du besoin en fonds de roulement, parce que là, par exemple, pour la plupart des entreprises qui ont fermé boutique pendant quelques temps, on a liquidé les stocks, on s'est fait payer nos dernières factures, tant mieux si ça peut être le cas. Et puis quand on va redémarrer, on va devoir reprendre des stocks, donc ça va être des sorties de cash qui vont être assez importantes. On va potentiellement avoir des clients qui vont avoir des factures, mais qui vont mettre plusieurs mois encore à nous régler. Donc il faut pas négliger l'impact du redémarrage qui peut potentiellement être assez lourd en termes de trésorerie lui aussi. Et donc, tout ça, en regardant ces chiffres, on va pouvoir identifier, en fonction aussi de l'horizon du financement, l'horizon temporel du financement. Est-ce que on doit se projeter sur les quelques mois devant nous, sur des années à venir? Est-ce que les impacts de l'actualité font que on va avoir des pics et des creux, une activité avec des tensions de trésorerie ponctuelles ou qui sont récurrents, parce que on est une entreprise dans l'innovation et on doit investir massivement, et donc on va avoir une courbe de trésorerie en forme de U, le temps que on commence à avoir des revenus sur nos investissements. Voilà. Et donc tout ça, c'est les éléments. Donc en regardant notre business plan ou notre plan de trésorerie à plus court terme, qui vont nous permettre de dire, ok, je vois que j'ai besoin. Là concrètement, j'ai moins 100 000 euros de trésorerie dans mes plans. Il va falloir que j'aille me financer pour un grand minimum de 100 000 euros. Il faut toujours prendre un petit peu de marge de manœuvre pour quand on évalue son besoin de financement pour éviter d'avoir une mauvaise surprise qui nous impose de retomber dans un financement un petit peu trop rapidement. Et puis, il faut aussi être clair avec soi-même. Est-ce que l'objectif des financements qu'on va aller chercher quand on identifie son besoin, c'est juste pour survivre
à la crise en cours. Et à ce moment-là, bon, bah, c'est assez défensif finalement comme financement, c'est un peu dans l'urgence. Ou est-ce que c'est de continuer quand même, malgré la crise, à innover, à investir dans l'appareil de production, dans des nouveaux services, des nouveaux produits. Et là, ça sera encore d'autres types de financement avec un horizon potentiellement un petit peu plus long. Bon, voilà quelques questions qu'il est important de se poser quand on veut évaluer son besoin. Je vais laisser la parole à Arthur pour commencer à évoquer les solutions qui vont en face quand on a commencé à mesurer le financement dont on va avoir besoin. Parfait, merci Martin. Je rebondis juste sur ce qu'a dit Martin. En effet, la vision court terme de 6 à 12 mois, il y a un intérêt à ce que ce document soit assez précis pour vous parce que ça va vous permettre de piloter au quotidiennement la trésorerie que vous allez avoir. La vision un petit peu plus long terme, il faut essayer quand même de simplifier ce document. C'est un document qui va vous faire plaisir. C'est un exercice qui est sympa à faire quand on est dirigeant de projeter la vision qu'on va avoir à 3-5 ans. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que ce document est souvent destiné soit à des business angels, soit à des fonds d'investissement, soit à différents financeurs. L'objectif, c'est de le simplifier pour que ça soit simple de faire derrière des stress tests dessus et de pouvoir étudier la variation des différentes hypothèses qu'on va avoir sur ces documents-là. Comme je le disais, l'objectif du financement, ça va être de s'adresser à tous les acteurs qui sont présents sur le marché. Pour faire très simple, et sur le non dilutif, on va avoir 4 grands acteurs qui vont être la BPI, qui vont être les régions, qui vont être les banques et qui vont être l'État. En parallèle de ça, évidemment, on va avoir cette notion dilutive, que ce soit auprès de fonds d'investissement, business angel, et que ce soit des actionnaires historiques ou des nouveaux actionnaires qu'on tente d'aller chercher. Sur les financements qui existent actuellement sur le marché, la vraie logique qu'il faut mettre en place, que ce soit sur du dilutif ou du non dilutif, c'est de commencer à prendre des relations avant même d'être dans ce trou de trésorerie, puisque la majorité des financements qu'on peut aller chercher vont être très longs en termes de temps et vont demander énormément de temps, que ce soit en termes de structuration de dossier ou que ce soit en termes de décision derrière auprès de ces différents acteurs. Sur les financements qui existent, on va avoir du financement classique, qui était initialement pas classique, mais avec la situation actuelle qui le deviennent, que ce soit des financements BPI. Donc sur les financements BPI, on va avoir des modèles entre de la subvention et de la dette. Généralement, on a des financements qui vont être liés à la R&D et des financements qui vont être liés au commercial. L'avantage de se tourner vers des acteurs comme la BPI à majorité publique, c'est qu'on va se retrouver avec des différés qui sont plutôt très longs, du 2 à 3 ans de différé, ce qui nous permet de voir venir la situation plus tard et tout simplement d'augmenter le cash qu'on va avoir et de augmenter nos mois de cash burn qu'on peut avoir et qu'on va avoir dans cette situation actuelle. Sur une solution un petit peu plus rapide, on peut s'adresser aux banques, notamment avec les dispositifs actuels qui sont mis en place et notamment le prêt garanti État. Il y a eu encore des modifications sur ce prêt garanti État. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les aides et on pourra le faire derrière question par question, que je puisse vous expliquer comment fonctionnent ces financements et quelles sont les modifications qui ont été apportées suite à ce deuxième confinement. En parallèle de ça, il y a évidemment l'État qui met pas mal de dispositifs en place sur des appels à projets, plutôt destinés à des PME avec plus de 10 salariés et sur des montants qui sont assez gros finalement, puisqu'on est sur des financements entre 400 et 1 million d'euros, généralement avec une majorité de subventions. Et il faut bien être capable de montrer l'impact Covid qui a pu générer finalement la situation actuelle pour qu'on puisse obtenir ces financements-là. Voilà pour le monde du financement non dilutif. Il y a évidemment la région qui va se positionner. Je ne rentre pas dans le détail de chacun des financements par région parce que ce soit l'Île-de-France, la Normandie ou les Hauts-de-France, tous les financements vont être différents. Vraiment, la logique qu'il faut garder en tête, c'est que ces financements sont plutôt très très longs à avoir. La documentation et les process sont assez longs. Donc, plus on commence à prendre les relations en amont, plus ça sera simple derrière de pouvoir obtenir les financements. Si je prends l'exemple d'un banquier, si on a eu 3 rendez-vous avec un banquier, même si ce n'était pas le moment d'aller chercher le PGE, la 4e fois, le banquier sera au courant du dossier, aura déjà regardé votre BP, aura déjà regardé votre deck, connaîtra entre guillemets les axes de développement que vous voulez avoir dans les mois à venir, et ce sera beaucoup plus simple de se positionner pour lui rapidement parce qu'il aura déjà toutes les clés de lecture pour pouvoir analyser votre dossier. Si on attend et qu'on y va, qu'on n'a pas pris contact avec son banquier depuis 6 mois et qu'on lui demande directement un PGE, ça va être compliqué pour lui. Il va se retrouver avec une manne d'informations trop importante pour pouvoir gérer ça rapidement. Et finalement, c'est ce que vous allez lui demander, de la rapidité dans l'exécution de son financement. Voilà pour le financement non dilutif. Martin, tu as peut-être un sujet à rajouter sur
sur du dilutif directement sur les investissements? Oui, parce que alors il y a quelques ratios, c'est vrai à avoir en tête. Alors tout ce qu'on peut avoir en subvention, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut absolument favoriser tant qu'on peut le prendre. Après la partie bancaire, les banquiers ils sont quand même contraints par par des grands ratios. Ils vont pas prêter de manière infinie. En fait, ils vont respecter des ratios par rapport à nos fonds propres. Donc généralement, on a en tête le ratio un peu maximum qu'ils appliquent, qui est 1 euro de fonds propres, 1 euro de dette bancaire. C'est assez difficile d'aller au-delà sur des montages un peu compliqués. Par exemple des LBO. Mais généralement, voilà, il faut se dire que quand on va mettre en place notre stratégie de financement, qu'on va se dire, bon, voilà, j'ai besoin de 500 000 euros, si je peux pas être éligible à des subventions des aides publiques et que je veux faire un mix entre peut-être des fonds propres, mais pas trop me diluer parce que, évidemment, on n'a pas forcément envie en tant qu'entrepreneur de céder une trop grosse part de son capital. Voilà, il faut faire ce bon mix, mais avoir conscience que le banquier, si jamais il n'y a pas un actif en face, par exemple faire financer une machine ou des choses comme ça sur lesquelles il va pouvoir vraiment se dire bon si ça marche pas et que l'entreprise doit fermer, au moins je récupère la machine. Si jamais vraiment il finance le fonds de roulement de l'activité, à ce moment-là, il va vouloir avoir des fonds propres à cette hauteur. Enfin, au moins à la hauteur de la moitié du financement total. Donc, faut l'avoir en tête quand on met en place nos stratégies, parce que ça signifie peut-être d'abord aller chercher des fonds propres, puis ensuite aller chercher ce qu'on appelle l'effet de levier bancaire, si jamais on compte se diluer un petit peu, pour faire les choses dans l'ordre et puis pas prendre de la dette bancaire trop basse avant d'aller chercher des fonds propres plus importants, parce qu'il faudrait retourner chercher de la dette après. Bref, il vaut mieux faire les choses un petit peu dans l'ordre. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de fonds propres, alors historiquement, c'était vraiment j'ouvre mon capital à des investisseurs, alors que soit on parle souvent des opérations de love money quand on est assez tôt dans la vie de l'entreprise, où on va s'adresser à nos amis, familles, proches, anciens collègues pour obtenir quelques financements assez facilement, on va dire ça comme ça, si on a cette forme de réseau. Et puis, il y a aujourd'hui de plus en plus quand même d'acteurs, donc sur lesquels c'est assez intéressant de se plonger quand on se dit, j'envisage d'ouvrir mon capital. Aujourd'hui, on a les aspects liés au crowdfunding qui sont de plus en plus ouverts. Alors, crowdfunding, quand on s'adresse à beaucoup de particuliers, souvent, on peut soit leur proposer donc une partie de notre capital. Donc là, c'est du crowdfunding en action, en equity, on appelle ça. On a aussi du prêt qui peut se faire auprès des particuliers. Il existe aussi, même depuis quelques temps, une forme de crowdfunding en royalties, où on va proposer donc d'avoir des financements en échange d'une part de notre chiffre d'affaires futur. Donc ça, c'est toutes des pistes qui s'ouvrent en ce moment. C'est assez créatif en ce moment le marché du financement finalement. Un autre point qui peut être intéressant quand on a des relations assez fortes avec des clients, avec des fournisseurs, c'est le prêt inter-entreprise. C'est pas forcément tabou d'aller voir son fournisseur, un gros fournisseur ou un gros client, et lui dire on peut avoir ou des difficultés ou des projets, on aimerait bien que vous y associez aussi. Ça consolide une relation et ça peut être intéressant. Donc, si c'est une relation de dépendance assez forte, d'amener ce client, ce fournisseur à prendre part à notre activité. Et enfin, alors il y a tout ce qui est des obligations, des BSA, donc souscription d'actions, ça c'est des choses, des dispositifs aussi assez particuliers, mais qui permettent d'emprunter, pas forcément, alors pour les obligations par exemple, d'emprunter, pas forcément seulement au travers du circuit bancaire, mais directement à d'autres institutions. Donc voilà, c'est pas mal de financements qui sont ouverts et c'est un mix de tout ça qu'il faut souvent faire, ou alors trouver le bon financement qui semble adapté à notre projet. Il n'y a pas de bonne raison, il n'y a pas de bonne réponse absolue pour tous les cas d'entreprise. Un tout dernier point, si j'ai quelques secondes encore sur le sujet, je passe à la toute fin. C'est aussi, je parlais tout à l'heure des financements où on se rend compte qu'on a des pics et des creux dans notre activité, et ça c'est souvent lié à des besoins en fonds de roulement, parce que j'ai une activité saisonnière où il faut que j'achète un peu plus de stock en amont, où je tarde à être payé. Il y a aussi des solutions de financement qui sont pas forcément ni du dilutif, ni de l'emprunt bancaire, qui sont par exemple, quand j'ai des délais de règlement longs de mes clients, d'utiliser un factor qui va venir me donner le cash très tôt au moment où j'ai mis la facture, même si je suis payé en théorie dans 2 mois. Ça permet de combler les trous. Voilà, ça peut marcher dans des activités saisonnières, ou également on commence à avoir des acteurs qui se mettent à financer les stocks. Donc ça peut être des choses intéressantes aussi quand on sait qu'on a une forte variation dans l'année de nos stocks. Voilà pour ce que je voulais rajouter sur cette slide. Parfait. Et je change de slide. Donc, comment préparer une demande de financement? On recoupe entre guillemets avec ce que j'avais dit initialement sur la slide précédente. Il faut vraiment prendre de l'avance sur la demande de financement qu'on souhaite faire. Ça sert à rien d'attendre et de se dire
je vais structurer un dossier très précis pour pouvoir le donner à mon banquier et il aura toutes les clés en main pour pouvoir analyser le dossier et m'offrir, entre guillemets, le PGE derrière dont j'ai besoin. Sur la logique des financeurs et que ça soit du dilutif ou du non dilutif, on est plutôt sur des logiques d'itération. Ça va être des discussions qu'on va avoir avec notre interlocuteur pour essayer de ficeler, entre guillemets, les meilleurs documents pour avoir une chance derrière d'aller proposer le dossier au comité et d'avoir la décision finale. La majorité des financeurs à qui on va s'adresser n'ont pas la décision entre les mains et derrière vont devoir défendre le dossier devant un comité. Donc, on est plus sur une logique de collaboration avec lui pour lui donner toutes les clés pour que lui puisse derrière défendre le dossier à votre place et optimiser les chances de succès et pitcher presque aussi bien que vous auriez pu le faire devant un comité de votre côté. Je reprends sur le point 3 aussi, adapter son discours aux différents partenaires. Qu'on soit clair, quand on s'adresse sur le non-dilutif, que ce soit de la banque, que ce soit de la BPI, que ce soit région ou que ce soit État, les documents qu'on va envoyer vont pas être similaires puisque les attentes des différents financeurs vont pas être similaires. En termes de dossiers, certains financeurs vont attendre énormément de R&D et bien comprendre la stratégie que vous allez avoir sur le long terme sur la R&D. D'autres vont attendre la stratégie de développement international que vous pourrez avoir. D'autres vont essayer de comprendre comment vous êtes capable d'optimiser vos KPI que vous avez en interne et comment vous diminuez votre CAC, par exemple, pour rendre votre projet scalable. Donc vraiment, les modifications vont être majoritairement liées à la partie finance, mais il ne faut pas hésiter à envoyer des documents différents aux différents financeurs pour bien tomber dans leurs critères. Et pour bien tomber dans leurs critères, on retombe sur cette logique de collaboration et d'itération avec les financeurs. Ne pas avoir peur de lui envoyer des documents qui sont, je dirais, presque non finalisés pour pouvoir, avec lui, structurer le meilleur dossier de financement et encore une fois, optimiser ces chances de passage que vous allez avoir derrière auprès des comités. Je crois que je suis bon là-dessus sur le non dilutif et même principe, je laisse enchaîner Martin sur cette partie levée de fonds avec des documents qui sont généralement un petit peu plus structurés avec les fonds d'investissement puisque comme ils prennent une part au capital, ils vont demander plus d'informations et rentrer plus dans le détail de la société, ce qui n'est pas forcément le cas pour du financement non dilutif. Oui, c'est certain. Alors là aussi, la levée de fonds, ça mériterait un webinaire complet. Mais c'est vrai qu'en deux mots, ce qui va vraiment différencier par rapport à d'autres types de financement, c'est qu'il va y avoir déjà une intensité de négociation, une durée qui sont assez forts, et des attentes en face de la part des investisseurs qui prennent une part de l'entreprise. Donc, sachant que souvent, ils vont attendre des choses de ça, c'est s'assurer qu'ils auront bien soit les dividendes qu'on leur promet quand on leur présente l'entreprise, ou peut-être dans le cas souvent des startups, que le jour où ils vont revendre, même s'ils n'auront pas pris de dividendes entre-temps, ils aient un effet maximum de rentabilité au moment de la revente. Donc pour ça, ils vont vraiment s'appuyer sur un business plan qui est très robuste, très détaillé, donc c'est très exigeant de ce côté-là, parce que le business plan il va être décortiqué sous tous les angles. Donc il faut concrètement, c'est présenter un compte de résultats à projeter, un bilan, un cash flow, donc un prévisionnel de trésorerie, tous les indicateurs de l'entreprise, l'évolution des effectifs, mais vraiment dans un niveau de détail souvent assez fin. Alors qui va évidemment être plus ou moins fort selon l'enjeu du financement. Ça passera pas la même chose quand on veut chercher 200 000 euros ou 5 millions d'euros de financement ou plus. Mais donc concrètement, il faut imaginer aussi que derrière, on va être audité en fait finalement souvent par nos investisseurs. Et donc pour ça, en amont, à partir du moment où on se dit il va falloir que je lève des fonds en manière dilutive, si je dois faire une levée de fonds, il faut se préparer des mois en avance, être complètement propre sur sa comptabilité, sur les aspects juridiques, avoir toute la documentation, tous les contrats, tout qui soit à jour. On range ça dans ce qu'on appelle souvent une data room qu'on va pouvoir mettre à disposition des investisseurs et sur lesquels il y aura beaucoup de questions, sur lesquels il faut s'attendre à une grosse intensité pendant quelques temps. Beaucoup d'aspects de négociation aussi, parce qu'il y a un pack d'actionnaires, à quelles conditions on rentre, c'est beaucoup de négo. Et cette fameuse due diligence, qui est en fait l'audit que vont faire les investisseurs pour venir vérifier que ce qu'on leur a vendu, entre guillemets, sur le business plan, ça correspond bien à ce qui se passe dans les faits dans l'entreprise, que ce soit au niveau comptable, au niveau opérationnel, etc. Donc c'est un process long, il faut toujours se dire que quand on se lance dans une levée de fonds, il y en a pour minimum 6 mois, il y en a qui vont un petit peu plus vite, mais grosso modo, 6 mois, c'est un bon minimum, surtout avec le contexte actuel où les investisseurs peuvent parfois être assez frileux, pas que parfois. Et donc voilà, c'est quand on se lance dans la levée de fonds, c'est vraiment un process sur lequel il faut s'attendre pendant quelques mois à être un petit peu secoué. Donc pas hésiter
à échanger, à prendre un petit peu voilà, des retours d'autres entrepreneurs et puis potentiellement de se faire accompagner sur un sujet qui peut potentiellement sinon mettre l'entrepreneur sur la touche pendant 6 mois où il va directement travailler avec les investisseurs mais plus du tout au quotidien à gérer son business. Et voilà, donc ça aussi c'est l'une des particularités de la levée de fonds qui est très 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 intensive. Et c'est un point à prendre en compte également dans le type de financement qu'on choisit. Cet investissement en temps est assez important dans le critère de choix de financement également. Je complète un peu ce que tu dis, Martin, mais c'est effectivement important. Vous aviez des choses à rajouter? Est-ce que vous arriviez au bout? On essaie de pas faire trop long pour justement laisser un peu plus de place aux questions derrière. Ouais, c'est ça, faire du cas par cas sur les questions. Ouais. Très bien, on peut effectivement enchaîner. Je vais essayer de les prendre à peu près dans l'ordre de l'intervention, mais c'est pas évident. Il y a déjà des questions assez différentes. Alors, Jean-Michel nous pose la question de savoir quelles sont on y a déjà un petit peu répondu, mais quelles sont les solutions en termes d'aide publique et privée qui permettent de financer les besoins actuels de trésorerie en gestion de crise. Je vais prendre la main sur le non dilutif et je te laisserai enchaîner sur dilutif si besoin. Je commence par public. On va prendre un très simple. On va prendre BPI et région. Alors, Jean-Michel, je ne sais pas si tu es en région Île-de-France, mais en Île-de-France, il y a 2 dispositifs qui sont intéressants à aller chercher, qui sont le TP-UP et le PM-UP, qui sont des subventions qui viennent financer la partie commerciale des dépenses d'une entreprise. Le désavantage de cette subvention, c'est qu'elle marche par système d'appel de fonds. Ça veut dire qu'on présente un budget de dépenses commerciales qu'on va avoir dans les 2-3 ans à venir. Et puis, une fois qu'on a dépensé nos factures, la région vient nous rembourser les factures qu'on a engagées. Donc, en termes de BFR, c'est pas top, j'ai envie de dire. Mais par contre, si on présente bien des dépenses qu'on allait réaliser de toute manière dans notre budget prévisionnel, alors il y a un intérêt d'aller chercher ces financements-là. Encore une fois, on est sur la région. En termes d'instruction à la région, c'est très long. Donc, on est plutôt sur du moyen-long terme, puisque les temps de décision vont être sur du 5-6 mois. Et quand on va pouvoir donc déposer notre premier budget de dépense, ça sera au bout de 8 mois plutôt. Donc, on aura plutôt un financement dans 8 mois sur cette partie subvention. Sur la partie BPI, sur le même principe, donc en termes de financement, comme je disais, il y a du financement R&D et du financement commercial. Généralement, en termes de délai d'instruction, on annonce un délai de 4 à 5 mois, donc encore une fois, plutôt moyen-long terme. Ces budgets-là sont souvent donnés en dette, et c'est de la dette bonifiée avec du 2-3 ans de différé, 5 ans de remboursement et sans caution personnelle. Les taux varient suivant les produits qu'il y a derrière. Et en plus court terme, comme je le disais sur la slide 3, on a plutôt cette partie bancaire, et j'en profite en même temps pour répondre à la question de Didier juste au-dessus. En plus court terme, on va avoir, si je devais prendre un ordre entre guillemets des actions à mettre en place pour essayer d'avoir un financement court terme, on va commencer par s'adresser à son banquier sur du PGE classique. Donc le PGE que vous connaissez, on est plutôt sur du 1 an de différé, 4 ans de remboursement et des taux qui sont entre 1 et 1,5%. Si on n'arrive pas à avoir ce PGE, évidemment, on peut s'adresser à d'autres banques, même si en ce moment, c'est pas évident pour les banques de prospecter et de se positionner sur une nouvelle boîte qui sont pas dans leur portefeuille et sur lesquelles plugger un PGE. Donc, soit on tente un PGE. Si le banquier n'est pas raccord sur un PGE, il est possible qu'il soit raccord sur un prêt bancaire classique. Donc, ça vaut le coup quand même de poser la question si on se fait refuser sur un PGE. Si on n'a pas eu ce PGE, il y a un autre acteur qui vient se positionner, qui est la BPI, avec le PSI, le prêt soutien innovation, qui est exactement le même principe que le PGE. Pour être éligible à ce PSI, il faut juste montrer qu'on a demandé à 2 banques d'avoir le PGE, et si on n'arrive pas à les avoir, alors on peut aller s'adresser à la BPI pour tenter d'avoir ce PSI. Et je pense que le prêt participatif arrive vraiment dans un troisième temps, j'ai envie de dire, en disant je n'ai pas eu le PGE, je n'ai pas eu le PSI, qui sont les aides avec les meilleures conditions. Alors, je vais venir me positionner sur ce prêt participatif. Le prêt participatif, il est à 3,5%. Donc, en termes de taux, c'est quand même beaucoup plus haut que tous les autres financements qu'on peut aller chercher juste avant. Donc, ça arrive vraiment dans un troisième temps. Et si vraiment on n'arrive pas à avoir ce prêt participatif, il reste encore le French Tech Seed à aller chercher. Sachant que le French Tech Seed et le prêt participatif sont gérés par la BPI. Donc, de toute manière, quand on fera la demande à la BPI, ça sera la BPI qui nous redirigera sur l'un ou l'autre des produits. L'avantage du French Tech Seed, c'est qu'on peut monter un petit peu plus haut en termes de budget
On peut monter, je dirais, jusqu'à 500 000 euros pour faire très simple, alors que sur le prêt participatif, il est sorti il n'y a pas longtemps, mais je crois que c'est 50 000 ou 100 000 euros au maximum qu'on peut aller chercher sur ce sujet-là. Et je te laisse enchaîner, Martin, si tu as quelque chose à rajouter. Juste en complément, en effet, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on pense beaucoup au PGE. Je pense que beaucoup ont déjà au moins étudié le sujet, voire même obtenu ou posé des dossiers. C'est vrai que le PGE, en fait, ça reste une forme d'endettement bancaire, un prêt. Et aujourd'hui, les banques, quand elles ont prêter de l'argent à travers d'un PGE. Quand on retourne les voir, parce qu'on leur dit bon bah concrètement, même si le PGE m'a aidé pendant la crise, et puis je vois quand même que derrière j'ai d'autres étapes sur lesquelles je vais avoir besoin de financement, les banques disent bah oui mais quand même vous avez un taux d'endettement qui est assez élevé parce que le PGE il le traite comme un prêt bancaire standard. Donc on se retrouve aussi assez vite un peu à court de capacité d'endettement supplémentaire. Le prêt participatif, pour revenir dessus, il y a eu quelques informations ces derniers jours, comme quoi il pourrait se transformer aussi, se convertir en fait, convertir des PGE en fait en prêt participatif. Et ça pourrait être une option quand même intéressante, même si, comme tu l'évoquais Arthur, les taux sont assez élevés. Mais le fait de pouvoir passer un PGE en prêt participatif, ça permet de faire ce qu'on appelle des quasi-fonds propres en fait. Et c'est-à-dire que la banque, elle ne voit plus ça comme de l'endettement bancaire, mais une forme de fonds propres sur laquelle on pourra encore faire une sorte d'effet de levier. Donc ça peut offrir éventuellement pour des entreprises qui sont un petit peu déjà, qui tirent un peu la langue déjà, la possibilité d'aller chercher de l'endettement supplémentaire, parce que là, on sait que beaucoup d'entreprises sont retrouvées même au-dessus des ratios. Je parlais tout à l'heure du 1 pour 1 avec des PGE parfois bien au-dessus de ces niveaux-là. Donc, ça peut être, voilà, le prêt participatif, on peut quand même voir ça comme une sorte d'opportunité à étudier pour ceux qui en ont vraiment besoin. Autre question sur le PGE, pour compléter ce sujet-là. Alexandre nous pose la question de la mobilisation du PGE. Si on l'a déjà mobilisé au premier confinement et qu'on est à nouveau en tension en termes de trésorerie, est-ce qu'on peut à nouveau mobiliser le PGE? Est-ce qu'on a une nouvelle enveloppe? Est-ce que les autres solutions, vous les avez déjà mentionnées, Martin et Arthur? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? On peut y retourner. On peut lui répondre qu'on peut y retourner. Le PGE, voilà, il y avait une limite qui était évoquée une limite de montant qui était selon qu'on était une jeune entreprise, 2 fois la masse salariale ou une proportion de notre chiffre d'affaires de l'année d'avant. Mais pour ceux qui n'avaient pas forcément demandé le maximum initialement, bah, il y a la possibilité de remonter un petit peu le taquet et de retourner en effet voir son banquier pour du PGE. Ok. En termes de PGE, également, encore une question. Didier nous demande qui décide de passer du PGE au prêt participatif? Est-ce que c'est le banquier? Est-ce que c'est nous? Non, ça passe par la volonté. Enfin, alors là, le prêt, c'est assez récent, donc on n'a pas encore forcément énormément de cas d'usage sur lesquels on peut dire ça marche comme ça de manière très affirmative. Moi, mon sentiment, c'est que ça restera à la main de l'entrepreneur, parce que c'est clairement, enfin, le PGE, ça reste un contrat qu'on a passé avec notre banque, hein, quand même si la banque est couverte à 90% par l'État derrière, mais c'est un contrat, et donc si jamais il n'y a pas de modification, il n'y a pas de raison que ça change tout seul. Ça sera plus probablement une option qui sera proposée pour ceux qui veulent le changer en prêt participatif. Avoir les conditions, j'avoue que je ne maîtrise pas sur, en effet, est-ce que ça changera le taux? C'est probable, hein, si on passe au prêt participatif, il y aura peut-être probablement une réévaluation. Mais donc, ça restera, à mon sens, il n'y a pas de raison que ça soit automatique, ça sera très probablement à la main de l'entrepreneur. Juste pour compléter la réponse sur ces sujets-là, en cette période actuelle, il y a énormément de nouveaux sujets qui sortent en permanence, que ce soit des appels à projets, des nouveaux financements, des nouveaux moyens de se financer ou de transformer des financements en d'autres financements. C'est vraiment une veille, pas concurrentielle, mais c'est vraiment une veille à faire sur les financements pour voir aussi les meilleures options. Je regardais ce matin encore les appels à projets. Il y a un nouvel à projet qui est sorti pour aller chercher des subventions sur l'industrie du futur. Donc en fait, quotidiennement ou tout du moins chaque semaine, il y aura un nouvel appel à projet probablement qui va sortir pour pouvoir aller chercher des financements sur des thématiques bien données. Et ce qu'il faut faire sur ces sujets-là, c'est que souvent, derrière ces financements et ces appels à projets, c'est souvent les mêmes décideurs et le même comité qui vient juger. Donc, il vaut mieux se mettre dans une logique attentiste en se disant j'attends de tomber pile dans le bon appel à projet plutôt que de tenter de répliquer tous les appels à projet. Déjà, ça fait perdre du temps. Et puis, derrière, pour le comité qui va analyser le dossier, on se retrouve un peu comme un chasseur de subventions et je ne suis pas sûr que ça aide au fait d'avoir un financement derrière.
Très bien. Je pose encore une question sur le PGE et on va revenir. Je n'ai pas oublié les autres questions qui ont été posées précédemment. Irène nous demande si on a plus intérêt à demander d'abord un PGE ou à des proches en premier lieu pour un emprunt. Je commence et je te laisse compléter, Martin. La logique du PGE, enfin la logique du prêt bancaire de manière globale, et comme le disait Martin tout à l'heure, c'est que sur le non dilutif, tout est indexé au niveau de fonds propres et quasi fonds propres. Donc en fait, plus on va aller chercher de fonds propres et quasi fonds propres, plus on peut potentiellement aller chercher, bon, c'est pas totalement vrai pour le PGE, mais plus on peut potentiellement aller chercher de financement non dilutif. Donc c'est plutôt un mix des deux qui va être intéressant, suivant le niveau sur lequel vous êtes en termes de fonds propres, quasi fonds propres, d'aller chercher un peu d'equity pour pouvoir aller faire l'effet de levier en parallèle sur du PGE. Surtout qu'on sait que, alors en ce moment, c'est vrai qu'aller chercher du dilutif quand l'entreprise est impactée par la crise, bah, c'est pas forcément le bon moment parce que d'éventuels investisseurs qui regardent nos comptes, nos prévisions, bah, aujourd'hui ils disent que c'est pas terrible, donc ils vont pas vouloir, en gros pour le même montant, ils vont vouloir prendre un petit peu plus de capital. Donc c'est pas vraiment le meilleur moment. Le fait de se tourner, si jamais on a cette possibilité, vers du love money, donc des proches qui seront peut-être pas aussi je veux dire aussi regardant sur la valorisation exacte. C'est vrai que dans cette période, ça peut être quand même un scénario optimum en termes de dilution, en termes de levée de fonds propres, parce que c'est clair qu'aujourd'hui les investisseurs, on va dire qu'ils peuvent aussi un petit peu en jouer du fait que ils prennent un peu plus de risques. Hein, c'est aussi à prendre en compte. Mais voilà, ça explique qu'aujourd'hui la valeur de l'entreprise, on risque de beaucoup se diluer si on ne peut pas faire autrement. Didier nous pose la question des premières échéances de remboursement des PGE qui étaient repoussées d'un an, a priori. Est-ce que c'est prévu dans les décrets? Est-ce que c'est passé dans les décrets? Vas-y Martin, je te laisse enchaîner. Moi, j'aurais bien aimé que tu répondes. Okay. Si, j'ai la réponse alors. J'ai la réponse aussi. Oui, l'annonce qui a été faite par le gouvernement permet d'avoir 2 ans de différé sur les PGE. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question de Thomas, mais la demande est à faire par vous en tant que dirigeant à votre banquier. On va rester sur les mêmes notions de co-garantie qui sont données par la BPI. Donc, il n'y a pas réellement finalement d'intérêt à ne pas le demander pour aller chercher plus de différés sur le PGE qu'on a eu. Et je crois que la question portait aussi sur le fait que c'était passé dans les textes. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'annonces gouvernementales et les décrets étaient en cours. C'est pour ça que je n'avais pas de certitude. Est-ce que ça a vraiment été mis en place dans la loi ou non? Techniquement, c'est en cours. Je pense qu'ils sont beaucoup trop avancés pour qu'ils ne le fassent pas derrière. Mais voilà, à la fois sur le fait de pouvoir reporter le PGE, de pouvoir le demander jusqu'au 21 juin 2021. Ça, on guette les parutions dans les décrets, mais ça devrait se faire dans les jours qui viennent, en tout cas. Pour y aller de manière très, très sécurisée. Parce que c'est vrai que sinon, jusque-là, l'horizon pour demander son PGE, c'était le 31 décembre 2020. Voilà. Maintenant, Bruno Le Maire en a parlé, et suffisamment d'acteurs publics en ont parlé pour qu'il n'y ait pas beaucoup de chances qu'il fasse marche arrière. Il y a un financement dont on n'a pas parlé qui est le prêt résilience pour les entreprises qui ont tenté plusieurs PGE et qui n'ont pas réussi à l'obtenir. Je crois que c'est 50 000 euros pour les entreprises avec moins de 10 ETP et potentiellement 100 000 euros pour les entreprises avec plus de 10 ETP. Très bien. Jean-Michel revient sur la question d'Alexandre. Je ne sais pas s'il y a eu un quiproquo ou non. Sur le fait qu'on peut avoir accès à une deuxième enveloppe de PGE. Si on a mobilisé son PGE au premier confinement et qu'on est à nouveau sous tension, quelle est la solution? Vous confirmez qu'on a toujours accès, dans la limite d'une enveloppe donnée, à un deuxième PGE? Tout à fait. On peut retourner voir son banquier. Ouais. Voilà, ok. Alors, il faut évidemment le justifier à nouveau. Hein, c'est probablement un nouveau dépôt de dossier, donc il faut redonner le prévisionnel, l'impact entre ce qu'on prévoyait avant la crise et ce que le Covid a eu comme impact. Mais voilà, ça se fait, puis ça se comprend simplement. Hein. On avait fait les premiers PGE souvent quand on avait un premier confinement. Personne ne savait exactement où on en serait aujourd'hui. Donc voilà, le dispositif était aussi prévu pour suivre ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, on voit qu'il repousse à juin 2021. On ne sait aussi pas encore combien de confinements on va être confronté. Donc, pour l'instant, c'est juin 2021. On ne sait pas exactement jusqu'où ça ira.
de ce côté-là. Frédéric précise que pour le PGE, il faut demander pour demander le report, il faut faire la demande 2 mois avant la date de mise en place du remboursement. Je l'avais lu aussi, Frédéric, mais comme je disais dans les slides, je pense qu'il vaut mieux commencer dès maintenant à demander à son banquier pour faciliter le fait qu'il nous le fasse derrière, quoi. Je reviens sur une question qu'a déjà posée Valérie auparavant, à laquelle on n'a pas encore répondu. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur l'option de financement des stocks que tu as mentionné, il me semble, Martin, Oui. dans la présentation? Oui. En fait, concrètement, le financement de stock, ça signifie quand on doit, parce qu'on a soit un processus de production pour les entreprises industrielles ou des stocks importants pour des commerçants, par exemple, qui auront besoin de s'approvisionner en amont. Alors, sur certains types de stocks, parce qu'il faut quand même que ce soit des choses qui aient une valeur marchande autre que dans votre entreprise, mais une possibilité de faire nantir ce qu'on appelle donc votre stock, c'est-à-dire en gros assurer qu'en cas de défaut de votre entreprise, un créancier puisse récupérer ce stock, le revendre et donc en gros vous transférez une partie de la valeur de ce stock sur vous faites financer une partie de ce stock parce qu'il a été sécurisé au travers souvent c'est ce qu'on appelle le gage sur stock où voilà, vous allez bloquer une partie de votre stock en valeur pour obtenir un financement d'un organisme bancaire ou autre, parce que quelqu'un est venu sécuriser le stock que vous aviez chez vous. Ça, c'est des dispositifs bien particuliers, il y a des entreprises qui sont spécialisées dessus, et ça dépend évidemment de la nature de chaque entreprise. C'est pas une recette miracle pour tout le monde, mais quand vous utilisez que ce soit des matières premières qui se revendent facilement ou des produits qui ont une valeur marchande pour n'importe qui, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de faire financer une partie. Alors, c'est pas pour les tout petits stocks, on n'y va pas pour 10 ou 15 000 euros, mais quand parce qu'il y a des frais de dossier qui s'accumulent, mais quand vous avez des valeurs de stock qui sont considérables dans le flux d'activité de votre entreprise, plus de 100 000 euros souvent, à ce moment-là, ça peut être un sujet à observer. Ok. Une autre question à laquelle on n'a pas encore répondu d'Alexandre. Pour une agence immobilière qui voit ses ventes se décaler avec le temps, parce qu'il n'y a pas de transaction immobilière actuellement, comment on peut faire pour financer ce décalage alors qu'on n'est pas éligible à des solutions comme l'affacturage, par exemple? Martin, je te laisse répondre. J'ai pas la réponse sur ce sujet. Alors oui, clairement, donc l'affacturage, juste pour reprendre le terme, c'est vrai que c'est quand on a émis une facture, c'est-à-dire qu'on a fait une prestation, et quand on travaille pas en ce moment, on comprend bien qu'on n'émet pas beaucoup de factures. Donc clairement, l'affacturage, pour ceux qui avaient un dispositif, il se tarit au fur et à mesure que le précédents clients ont réglé leurs factures. Et puis, pour toutes celles qu'on fait pas, c'est justement l'objet des financements qui sont en cours notamment sur le PGE. C'était dans cet esprit-là que ça a été créé. C'est les entreprises qui n'ont plus de revenus ou qui ont une perte significative de leurs revenus. Il y a pas malheureusement de financement miracle qui viennent automatiquement combler le trou, et c'est malheureusement le drame aujourd'hui de beaucoup de restaurateurs, hôteliers et énormément d'autres activités. Les agences immobilières sont touchées aussi. Donc clairement, en fait, voilà, l'idée, c'est de limiter au maximum. On en revient un petit peu au sujet de maîtrise des coûts. Tout le monde, quand on perd l'activité, a dû déjà réduire les vannes pour limiter les sorties de cash, mais il n'y a pas malheureusement de solution miracle pour venir compenser à travers alors, il y a certaines aides qui sont sur des petits montants, mais quand on parle d'entreprises sur des montants significatifs, voilà, c'est des dispositifs d'endettement. Et aujourd'hui, on sait très bien que les entreprises, elles perdent 2 mois, 3 mois, 6 mois d'activité, elles prennent une dette qu'à un moment elles vont devoir rembourser dans 1, 2, 5 ans, peu importe la durée sur laquelle ils vont le faire, et qu'en fait, clairement, on a repoussé le problème, on a différé l'impact en fait de ces baisses de recettes de 2020 sur les années ultérieures. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de réponse systémique, si ce n'est éventuellement le fait que, comme on parlait un peu plutôt des prêts participatifs, le fait de considérer que ces PGE, qui étaient censés être des dettes à rembourser sur un temps assez tôt, finalement, qu'on puisse les passer un petit peu plus en fonds propres, en disant que c'est des fonds qu'on a obtenus, qui viennent boucher le trou pendant quelques temps, et qu'on ne va pas devoir rembourser dans les 2 ans. Parce que là, clairement, ça sera impossible pour beaucoup d'entrepreneurs. Ok. Une question de Nina, qui a sans doute lancé une entreprise assez récemment. La BPI demande souvent des historiques d'activité d'1 ou 3 ans d'activité.
quelle est la solution, quelle solution de financement on peut trouver quand on est une entreprise récente qui a quelques mois d'activité et qu'on n'a pas ces historiques-là et qui permettrait d'être éligible à certaines aides? Tu as des organismes dont je n'ai pas parlé, Nina, qui sont les organismes de prêts d'honneur, France Initiative, Réseau Entreprendre ou Wilco. C'est des organismes qui te font des prêts à toi en tant que fondatrice que tu peux réinjecter derrière dans ta boîte en compte courant d'associé. Et comme c'est des prêts donnés par un tiers à toi que tu réinjectes en compte courant d'associé, ça vient augmenter ton total fonds propres, quasi fonds propres. Et les quasi fonds propres sont considérés comme des fonds propres par la BPI. Donc le fait d'aller chercher ces prêts d'honneur, augmentant ce total-là, ça te permet d'aller chercher la première subvention à la BPI qui, pour les entreprises de moins d'un an, s'appelle la bourse French Tech et qui peut potentiellement être intéressante pour toi. Après, je ne connais pas ta région ni ton activité, mais c'est souvent ce dispositif-là qu'on met en place pour des jeunes entreprises de moins d'un an. Et donc, en complément, c'est vrai que dès qu'il y a des sujets qui touchent un petit peu à l'innovation sur les entreprises récentes, voilà, même 3 ans d'activité, on peut aller chercher des financements parce que, comme disait Arthur, il y a la bourse French Tech. Et puis, dès qu'on finit à la BPI une enveloppe dans les sujets d'innovation, on peut tout de suite ouvrir l'étape d'après. Donc, on est suivi tout au long de la vie d'entreprise par la BPI sans forcément être avec 3 ans d'ancienneté. Hein. Clairement, il faut pas s'interdire d'aller voir la BPI très tôt pour parler de son projet, pour identifier s'il est bien traité comme innovant. Et c'est vrai que les conseillers BPI souvent sont assez ouverts, même à évoquer l'ensemble des dispositifs, même ceux auxquels on ne pense pas quand on échange avec eux, auxquels on peut être éligible. Si on va vers l'étranger, sur des assurances export, qui sont aussi des formes de subventions assez intéressantes. Donc Nina, j'encourage à vraiment aller à la rencontre de la BPI, trouver un conseiller pour au moins exposer le cas de son entreprise et identifier les financements accessibles. Ouais. Assurance export et région, pareil, région est à regarder. C'est généralement pour des entreprises de plus d'un an, mais de moins de 3 ans, il n'y a aucun souci. Il y a pas mal de financements à la région que tu peux aller chercher si tu as moins de 3 ans. J'ai vu passer, pardon, je me permets juste parce que j'ai vu passer une question assez intéressante sur la partie leasing, crédit bail de Jean-Michel à nouveau. Quelle collaboration avec les sociétés de crédit bail mobilier ou immobilier? Et ça, c'est quand on parlait des ratios de fonds propres et d'endettement, c'est un sujet qui est assez intéressant puisque le fait de prendre en crédit bail, que ce soit des machines, que ce soit des voitures, etc., ou en location, enfin peu importe le type de location, mais de se dire je n'achète pas, je loue, c'est des choses qui coûtent quelques pourcents de plus sur la durée de vie du bien, mais sont très précieux pour travailler ces ratios d'endettement. Si jamais je n'ai pas fait un emprunt de 200 000 euros pour me payer, pour acheter une machine industrielle pour l'entreprise, que je la passe en crédit bail, eh ben c'est de l'endettement potentiellement que je peux aller chercher par ailleurs sur d'autres emprunts bancaires. Donc c'est un dispositif, en effet, Jean-Michel, qui est vraiment à étudier, même souvent à favoriser quand on se lance. Se dire je loue au mois, c'est très clairement plus intéressant, surtout dans cette période de tension sur les financements. François-Louis, on a déjà donné quelques éléments de réponse. Pardon, Arthur, tu voulais intervenir? Ouais, je voulais juste répondre à la question de Joël, je crois, sur les appels à projets pour les restaurants. Pour les restaurants, il y a 2 aides particulières qui sont sorties, qui sont le prêt tourisme qui est géré par la BPI et il y a le PGE saisonnier qui est en train de sortir, qui prend en compte non pas 25% du chiffre d'affaires, mais les 3 plus gros mois, je crois, du chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc potentiellement, on peut venir augmenter son plafond de PGE et aller chercher un reliquat si on a déjà eu le PGE, et si on n'a pas eu le PGE, aller chercher un plus gros PGE que prévu. Très bien. Et au-delà pour l'activité de la restauration, il y a également un fonds d'investissement spécifique qui devait être créé pour soutenir l'activité. Donc aussi à regarder pour les personnes qui seraient de ce secteur-là. Donc voilà, un fonds spécifiquement dédié avec, je crois qu'il était doté de près d'1 milliard d'euros. Donc quelques moyens pour supporter l'activité des restaurateurs dont on sait qu'ils sont dans les premières victimes de la crise. Très bien. On y a déjà partiellement répondu lorsqu'on a répondu à Nina tout à l'heure, mais je pose quand même la question de François-Louis. Pour une jeune entreprise innovante qui a levé 2 fois sa masse salariale en PGE, quel dispositif on peut activer pour renforcer les fonds propres de façon non dilutive pour des montants de 2-5 millions d'euros?
Alors là-dessus, tu as la partie concours dont on n'a pas parlé qui peut être intéressante. Là, on est vraiment sur des temps d'instruction et de décaissement des fonds très longs. Tu as l'iLab qui va ressortir en système d'appel à projet en début d'année prochaine. Tu as le concours iNov sur le même principe qui sort en début d'année prochaine. Et le plan d'investissement à venir, donc le PIA, est pas encore renouvelé, mais il sera probablement renouvelé l'année prochaine. Donc, on peut aussi potentiellement aller chercher des financements là-dessus. Pour une entreprise JEI, et c'est vraiment l'attente sur ces concours-là, c'est plutôt des entreprises tech. On peut potentiellement monter, je crois, entre 3 et 5 millions d'euros, et c'est généralement des mix de subventions et de dettes suivant les produits. Euh, Généralement 50% de sub et 50% de dette à aller chercher là-dessus sur des montants comme ça. Après, évidemment, il y a toute la partie equity pour aller lever des fonds et lever 2,5 en equity et potentiellement aller faire un effet de levier sur de la BPI en parallèle. Et je te laisse compléter, Martin, bien évidemment. Non, c'est très complet, mais c'est vrai que l'avantage quand on est sur les trajectoires d'innovation pour les entreprises, c'est clairement qu'on a accès à des dispositifs avec des avances remboursables, ou par exemple la BPI, en fait, ce qui est très avantageux, tant qu'on avait parlé un petit peu plus tôt Arthur, mais va permettre des différés de remboursement de 2-3 ans, tenir compte du fait que un projet de R&D, ça se mûrit avant que ce soit commercialisé et que l'entreprise en tire des fruits, des revenus. Donc c'est vrai que le cycle de vie est très adapté puisqu'ils vont faire un différé de 2-3 ans avant qu'on ne commence à rembourser. C'est souvent sur des taux qui sont assez faibles pour tout ce qui est d'avances remboursables. Donc pour le coup, en termes de là aussi, la BPI semble être un interlocuteur clé pour toutes les entreprises liées à l'innovation, sur du non dilutif en particulier. Sachant que la BPI est aussi une branche d'investissement qui peut aussi rentrer dans les levées de fonds, et c'est souvent même un partenaire très intéressant à avoir à son capital. Tu as l'aide aussi qui s'appelle le French Tech Bridge que tu peux potentiellement aller chercher, qui sont des OC qui peuvent potentiellement monter jusqu'à 5 millions d'euros. Après, il n'y a pas énormément de budget et c'est assez dur à avoir, mais ça peut être à regarder suivant ton secteur d'activité que je ne connais pas. Cléo France nous pose la question des templates de montage de demande de financement. Elle voulait savoir si on avait des templates de montage de demande de financement. Je sais qu'on peut en trouver de qualité assez hétérogène sur Internet de manière libre. Est-ce que vous avez des conseils sur des bons templates qui sont mis à disposition d'acteurs sérieux, de références Moi, je sais qu'il y a pas mal d'acteurs qui demandent le template FIZY, F-I-2-Z-Y. Après, personnellement, je l'aime pas du tout et j'aime pas travailler là-dessus, mais sinon, j'ai pas d'autres exemples de template. C'est vrai que quand on se lance, c'est vrai que le physique il est très adapté pour les petites structures qui se lancent. Ça permet pour un entrepreneur qui veut faire son premier business plan d'avoir quand même une matrice à suivre pour se retrouver avec ces chiffres. C'est vrai que quand on est en traitement de ce fichier, c'est rarement agréable. Je pense Arthur, on doit avoir des expériences en commun sur ce sujet. Mais bon, ça permet de se lancer. Après, clairement, c'est bien pour les toutes premières étapes de l'entreprise si on peut pas faire trop autrement. Assez vite après, quand on va aller sur des financements un peu plus importants, c'est pas suffisant pour les attentes d'investisseurs ou parfois même des banques et de BPI. Alors le sujet aussi, c'est que derrière, il faut que ça rentre bien dans certaines matrices spécifiques. La BPI, par exemple, quand vous allez faire une demande de financement, elle va vous demander certaines matrices avec des prévisions de plans de trésorerie, de plans de financement, de compte de résultats sur plusieurs exercices. C'est des cases qui se rapprochent pas mal de ce que ferait votre comptable en fin d'année quand il vous sort vos résultats de l'exercice. Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment. Alors, il y a des outils qui existent, certains payants, certains gratuits, qui sont plus ou moins fastidieux à faire, mais pour partager l'expérience qu'on a nous en tant que DAF à temps partagé, c'est que souvent, en fait, c'est le moment où, quand on commence à avoir à remplir des documents de ce type-là, il faut vraiment une certaine solidité dans les documents, et clairement, c'est souvent la première chose que nous demandent les entrepreneurs, simplement parce que c'est un vrai sujet de technique, en fait, financière qu'on peut pas vraiment faire sauf être un expert d'Excel ou avoir une grosse expertise, pas mal de background financier. Mais on conseille relativement peu de se lancer tout seul si on n'a pas cette expérience.
bien. Nina nous dit également qu'on peut demander des templates à son banquier ou à son expert comptable. Voilà, c'est l'alternative. Non, c'est sûr. Voilà. Et alors, les experts comptables, par exemple, sur des TPE, ça peut être des bons interlocuteurs pour appuyer ce travail quand voilà, c'est des petits montants, on veut sécuriser, on n'a pas vraiment de notion sur comment ça se gère, les taxes, les impôts, ce genre de sujet-là. C'est vrai que l'expert comptable, c'est souvent le premier interlocuteur financier qu'on a quand on commence la vie de l'entreprise. Donc c'est une piste. Les banques vont donner un standard, la BPI va peut-être en donner un autre. Bon, c'est vrai qu'en récupérant l'ensemble de ces formats, on arrive à voir ce qu'il faut rendre. Après, bon, le format qu'on a en termes de rendu, il faut aussi imaginer comment bien le remplir, quels indicateurs suivre au quotidien et pour rapprocher ça des opérations de l'entreprise, pas seulement que ce soit un exercice purement financier. Joël, je vois que tu as une question sur l'orthographe de l'aide, des informations sur les aides au restaurant. On enverra dans la synthèse l'orthographe exacte et les liens qui répondent à tes questions. Voilà. J'ai répondu à quelques questions directement dans le chat. Moi, Thomas, on pourra les récupérer. J'ai vu également, ouais. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Je regarde. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Si vous avez une ultime question, c'est le moment de la poser. Je pense que c'est clair. Pas d'ultime question? Nina nous pose la question de l'accompagnement qu'on peut attendre pour une levée de fonds à moyen long terme. Quel accompagnement privilégié? Martin, Arthur? Je pense que tu as deux acteurs qui sont intéressants là-dessus sur le moyen long terme. Tu vas avoir alors ça dépend du montant que tu lèves bien évidemment, mais tu as des leveurs de fonds donc les gros leveurs de fonds qui sont connus pour des levées de fonds de plus de 2 à 3 millions. Et après, tu as des petits leveurs de fonds qui vont exister aussi sur la place, plutôt pour aller chercher des business angels et faire entre guillemets cette recherche de business angels parce que eux ont un gros réseau. Et en parallèle, tu as un accompagnement à avoir sans mettre en avant 3D Financement parce que tu peux le faire toute seule, mais tu as cet accompagnement sur le non dilutif aussi à aller chercher. Je pense qu'un acteur pour faire ton dilutif et un acteur pour faire ton non dilutif, ça peut être intéressant. Ou faire ton dilutif tout seul et passer par un acteur sur le non dilutif, ou inversement, passer par un acteur sur le dilutif qui t'aiderait pour faire ton non dilutif. Mais c'est ces deux acteurs qui peuvent être intéressants sur une levée de fonds à moyen long terme. Après, si tu as déjà un réseau entre guillemets de fonds d'investissement, de business angel, et que tu fais une levée de fonds qui est inférieure à 800 000 euros, je dirais, tu peux généralement tu peux généralement le faire un peu toute seule. Et évidemment, en parallèle de ça, tu auras besoin d'un avocat pour pouvoir gérer toute la partie contractualisation et juridique sur ta levée de fonds si tu prends la décision de le faire toute seule. Une question de Nelson à laquelle on n'avait pas répondu sur les possibilités de financement pour un auto-entrepreneur qui vient de commencer. Pour moi, elles sont limitées. Peut-être. Moi, j'ai eu le cas il y a 2 semaines. Je pensais qu'un auto-entrepreneur pouvait aller chercher du financement BPI et je donne juste mon avis sur BPI parce que j'ai eu le cas et j'ai été refusé à la BPI. Ils me demandaient d'avoir une entreprise et un sirène associé à une entreprise. Alors, je sais pas si c'est le cas sur tous les départements, toutes les régions et partout en France, mais en le faisant à Paris, j'ai été refusé. C'est L'auto-entrepreneur, ça reste une entreprise individuelle, donc sur la personne de l'entrepreneur et non pas une société à laquelle souvent prête une banque. Donc en fait, un prêt pour un auto-entrepreneur, ça revient à faire un prêt personnel, comme si vous achetiez un logement ou un véhicule et que vous demandiez le prêt à votre banque. Donc c'est clair qu'il n'y a pas vraiment de levier fort là-dessus. Si jamais vous savez que l'auto-entreprise, ça peut être un bon premier levier pour passer vers une société qui va vous permettre ensuite de grossir un peu plus. Mais c'est souvent cette étape-là qui va vous permettre d'aller chercher des financements, d'investir dans des choses qui soient au nom d'une entreprise et pas de votre personne. On a 2 nouvelles questions. La question de Sophie porte sur le nom de la subvention pour les TPE-PME pour aider la force de vente.
T'en as deux de subventions. Tu as petit frère et grand frère, entre guillemets. Le petit frère s'appelle le TP apostrophe UP, UP après. C'est une subvention qui est annoncée à 55 000 euros, mais on est plutôt sur du 25-30 000 euros. Et le grand frère s'appelle le PM apostrophe UP, qui est annoncé à 250, mais on est plutôt sur du 100-150 en termes de financement qu'on peut aller chercher. D'accord. Et Nina souhaiterait avoir un renseignement sur les acteurs de levée de fonds pour du dilutif pour des montants supérieurs à 2 millions d'euros. Bah, j'ai pas envie de faire de la pub, mais, mais je crois que tu as un mapping qui a été fait, pour pas citer de nom, tu as un mapping qui a été fait par Cambon, et sur lequel Serena et Cambon font des mappings généralement tous les ans, et ça va te référencer tous les leveurs de fonds qui peuvent être intéressants pour toi. Je me mouille pas à donner des noms. Et qui dépendent en fait pas mal aussi du secteur de l'activité de l'entreprise, parce que les leveurs ont leur réseau, potentiellement des spécificités, donc ça dépendra grandement en fait de l'activité de l'entreprise de Nina. Très bien. Jean-Michel se pose la question de savoir s'il faut préférer la création d'une SAS au lieu d'une auto-entreprise. On lui a déjà un petit peu répondu sur la partie aide. Je pense que c'est une affirmation plutôt pour Nelson, plutôt qu'une question, si je dis pas de bêtises. Ah, oui. Bah, alors, dans ce cas, juste pour nuancer, c'est bien de prendre le statut adapté à l'étape de l'entreprise. Une auto-entreprise, c'est tellement léger en termes de coûts, de facilité de montage juridique, etc. Ça peut être très intéressant pour commencer à tester son marché sans engager trop de coûts. Et puis, le jour où on sent, où on commence à avoir un peu de chiffre d'affaires, un peu plus de chiffre d'affaires que ce qui est prévu dans le statut auto-entrepreneur, à ce moment-là, il faut considérer le fait de passer en société, mais c'est pas l'un supérieur à l'autre, c'est l'un plus ou moins adapté à telle ou telle situation que l'autre. Et de la même façon, alors la SAS, c'est parfait souvent dans des scénarios pour soit des startups ou des entreprises qui ont une vocation soit à se revendre, soit à être entre plusieurs associés. Vu qu'on a un panel un peu large de participants, c'est pas forcément la solution absolue. Il y a des SARL, il y a d'autres types de statuts qui sont adaptés à telle ou telle activité. Et ça, c'est clair qu'avant de se lancer, c'est intéressant de choisir de choisir le type adapté, potentiellement se faire conseiller sur ces sujets, que ce soit par des avocats, des experts comptables, sur le bon choix de structure. Et avec à chaque fois de grosses différences en termes de fiscalité et également de responsabilité personnelle. Tout à fait, oui, entre les entreprises individuelles et les sociétés à proprement parler. Comme disait Damien à l'instant, impossible d'emprunter en nom propre. Très bien. Il y avait une question. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question de Damien. C'est plutôt une confirmation. Oui. L'auto-entrepreneur, comme dit Damien, n'a aucune possibilité d'emprunt en nom propre. Et Jean-Michel demande une SASU à 1 000 euros. Est-ce qu'une SASU, l'enjeu du capital social d'une SASU, c'est la question de la confiance que va accorder notamment par exemple un banquier quand il va venir vous voir. Si vous avez une SASU à 2 euros, il va se dire que vous risquez pas grand-chose dans l'aventure. Donc pourquoi est-ce que lui il prendrait beaucoup de risques dessus quand vous commencez à mettre un capital, 1 000 euros, c'est on va dire presque un tout minimum. Souvent, si vous savez que vous voulez vraiment vous dédier à plein temps, vous avez plusieurs associés qui veulent lancer un projet un peu conséquent, c'est pas mal d'avoir un minimum 5 à 10 000 euros que vous mettez entre guillemets de votre poche, qui affiche bien que vous investissez dans l'entreprise. Et c'est pas grand-chose, mais ça fait partie des signaux un peu faibles que vous donnez aux investisseurs et aux banquiers, enfin tous les tiers financeurs, de montrer que vous êtes pleinement investi dans cette entreprise, et que le business plan que vous leur remettez, vous y croyez et que vous êtes à fond dans cette entreprise. Donc Jean-Michel, encore une fois, c'est pas de réponse absolue, mais selon la trajectoire que vous voulez donner à votre projet, c'est potentiellement un peu mieux si vous voulez aller plus fort, plus vite, d'aller un peu plus loin sur le capital. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Écoutez, il y a une question à laquelle on n'a pas répondu pour une raison évidente. On n'a pas répondu aux questions à temps partagé. Vous aurez dans la synthèse qu'on va envoyer les contacts d'Arthur et de Martin. Donc, vous pourrez poser la question à Martin assez facilement.
il sera disponible et vous aurez son contact. Si vous êtes intéressé par ces problématiques de financement, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Martin et d'Arthur. On vous remercie tous. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce webinaire. Avec plaisir, merci. Tous les participants d'y avoir assisté et d'avoir posé leurs questions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, qui seront annoncés dans les prochains jours. Un premier sur la digitalisation de l'activité de commerçant. Voilà, donc je fais un petit peu de teasing. Le second sur des recos qui vous permettront de booster vos process RH et d'améliorer votre performance RH. Donc, je vous invite à nous suivre sur LinkedIn pour avoir nos dernières actualités. Nous venons de créer la page. Je vous invite également à rejoindre la communauté Slack qui répond en direct à vos questions. Vous êtes déjà plus de 1200 sur cette communauté. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie tous et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci Martin, merci Arthur. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.